Alors, en fait, comme vous l'a dit Clara, moi j'ai mon laboratoire en fait qui est situé à l'Institut Curie et c'est un institut qui est constitué en fait d'un centre de recherche et d'un hôpital. Et là encore il y a interaction parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, cette interaction entre recherche et hôpitaux. Bonsoir. Et donc en fait j'ai créé mon laboratoire il y a quelques années qui s'appelle donc Stress et Cancer. Et j'ai également créé il y a quelques temps avec un médecin qui s'appelle Vassili Soumelis un programme qu'on appelle incitatif et coopératif parce que par essence il associe un chercheur et un médecin. Et on a spécialisé ce programme dans la compréhension du micro-environnement tumoral. Et on va revenir sur ce qu'est le micro-environnement tumoral, qui est en fait un ensemble des cellules qui participent, en plus des cellules tumorales, dans le développement tumoral. Alors, je voulais juste vous montrer quelques images de mes collaborateurs. On les verra plus précisément a posteriori. Mais ici, quelques photos donc, de mon labo et des gens qui travaillent avec moi. Donc, faut-il ou non stresser les cellules cancéreuses? Ça, c'est l'une des questions en fait, que l'on se pose, nous, au laboratoire. Et en fait, je vais vous montrer, on avait une vision un peu rectiligne, on va dire, du stress. On a toujours considéré, jusqu'à finalement relativement récemment, que le stress était plutôt mauvais pour l'organisme, était plutôt délétère, et donc plutôt favorable au développement tumoral. Et je vais vous montrer en fait à la fin de mon topo que c'est peut-être pas aussi simple que ça, et que peut-être, parfois, ça peut quand même être intéressant d'être un petit peu stressé. Et donc je vais diviser en fait mon petit séminaire en trois parties. D'abord, je vais vous dire ce que c'est que le stress oxydant. Parce que quand on parle de stress, nous, au laboratoire, on parle de stress oxydant. Donc on va revenir sur ce qu'est le stress oxydant. Donc effectivement, qu'est-ce que c'est? Et potentiellement, à quoi ça sert? Est-ce que ça a une fonction quelconque au sein d'un organisme? Est-ce que ça peut être délétère, bénéfique? Qu'est-ce que ça fait? En fait, je vais vous montrer ensuite des résultats de mon laboratoire qui montrent que le stress oxydant va accroître le développement tumoral en modifiant de façon profonde le micro-environnement tumoral, donc en modulant en fait les interactions cellulaires multiples qui existent au sein d'une tumeur. Je vais vous montrer également que si le stress oxydant stimule le développement tumoral, il peut également permettre, favoriser la réponse au traitement. Et c'est ça qui me fait dire que peut-être les choses ne sont pas aussi homogènes que ce qu'on pourrait croire. Donc, nous, quand on parle de stress oxydant au laboratoire, c'est très différent de la notion de stress dont on a l'habitude dans le langage courant par rapport au stress adrénergique, au stress nerveux, au stress psychologique que l'on rencontre. Donc, le stress oxydant, ça correspond à une agression chimique oxydative qui est liée en fait à une accumulation anormale de radicaux libres. Donc, alors, quand on a dit ça, on a pas dit grand-chose. Donc on pourra revenir sur cette inéquation, parce que quand je dis que c'est différent, c'est la réalité, c'est différent, mais si vous êtes intéressé, on peut quand même discuter sur le fait, est-ce que finalement ce stress adrénergique, quand on est un peu énervé, stimulé, stressé, est-ce que ça peut avoir une incidence qui va générer un stress oxydant et potentiellement des radicaux libres? Ça c'est une vraie question qu'on peut toujours se poser, qu'on est encore en train de se poser. Donc un stress oxydant, c'est l'accumulation anormale de radicaux libres. Et d'où viennent donc ces radicaux libres? En fait, ces radicaux libres, c'est ces molécules-là qui sont un peu compliquées, on va dire, et qui sont toutes dérivées de l'oxygène. Évidemment, nous, on respire, on survit grâce à l'oxygène de l'air, et en fait, l'ensemble de nos cellules, il n'y a pas que nos poumons qui utilisent l'oxygène, l'ensemble de nos cellules utilisent l'oxygène pour respirer. C'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire, le métabolisme cellulaire. Et on va voir un petit peu plus en détail après, mais le métabolisme cellulaire sert essentiellement à assurer une production d'énergie. Vous avez en fait des molécules qui s'appellent l'ATP, qui sont absolument requises pour la survie des cellules. Et donc en fait, quand vous avez une utilisation de l'oxygène, ça vous permet en fait de produire de l'oxygène. Donc en fait, les radicaux libres sont produits constamment par les cellules à la suite en fait de cette respiration cellulaire et de cette utilisation d'oxygène. Donc ce sont des produits qui sont dérivés de la respiration cellulaire, qui sont heureusement en fait des molécules hautement instables,
et dont la production en fait est contrôlée par des systèmes de défense antioxydants. Donc la nature est relativement bien faite. On a besoin en fait de produire des dérivés toxiques de l'oxygène parce qu'on a besoin de respirer. Et du coup, on a créé en fait des mécanismes qui nous permettent de nous défendre. Alors, juste un peu de façon schématique, je vous ai représenté ici une vision très schématique d'une cellule. Donc vous savez peut-être tous qu'on est tous composés de cellules, des cellules de foie, des cellules de rein, etc. Et l'ensemble de ces cellules a une composition qui est relativement équivalente. Donc on peut distinguer un noyau qui contient le matériel héréditaire, l'ADN, qui va être exprimé de façon différente en fonction d'une cellule de rein ou d'une cellule de foie. C'est ce qui fait la spécificité de chaque cellule. Donc, vous avez donc un noyau et vous avez donc dans le cytoplasme qui constitue également l'ensemble de nos cellules, et on a des organelles. Et dans ces organelles, vous en avez certains dans lesquels le stress oxydant ou la production ou la détoxification des oxydants s'opère. Et je vous ai ici représenté donc les mitochondries, qui sont le siège absolument essentiel de la respiration cellulaire, par laquelle l'ensemble de nos cellules survivent et qui nous permettent de produire de l'énergie. Et vous avez d'autres sièges également de production d'oxydants au sein de nos cellules, notamment la membrane plasmique, des structures dont les noms sont un peu compliqués, mais qui s'appellent les peroxysomes ou les réticulomes endoplasmiques, mais peu importe les noms, l'ensemble de ces structures sont capables de produire des oxydants et ou de les détoxifier. Donc juste pour vous montrer en fait la complexité du système, ici vous avez donc dans ces petites mitochondries, donc je vous ai représenté ici une image en microscopie électronique, donc c'est dans ces mitochondries qu'il y a une production d'énergie suffisante qui permettent à nos cellules de survivre. Sans ça, nous n'existerions pas. Et ces mitochondries qui sont donc la source d'énergie, donc utilisent l'oxygène qui est présent, et également quelques molécules dérivées du glucose, et assurent une production d'ATP. Et donc, vous voyez, la constitution en fait, de la réaction est assez complexe. Et en fait, au niveau de ces complexes 1 et au niveau de ces complexes 3, qui sont donc présents dans chacune de ces petites membranes, l'ensemble de ce que l'on appelle la chaîne respiratoire produit des oxydants. Donc, comme je vous le disais, vous avez certes la mitochondrie, mais vous avez également au niveau de la membrane plasmique, parfois, il existe en fait, en particulier dans les cellules de type macrophagique, il existe des enzymes qui s'appellent les NADPH oxydases, qui en fait produisent également des oxydants. Alors pourquoi nos macrophages expriment des oxydants avec cette enzyme? Et bien ça, c'est pour mieux nous permettre de lutter contre les infections, les virus, les bactéries, etc. Et ça nous permet en fait d'altérer les structures, les organismes qui nous envahissent. Donc ça a une fonction en fait plutôt bénéfique. Les peroxysomes et le réticulum endoplasmique, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais ce sont là aussi des organismes qui nous permettent en fait de favoriser la détoxification de molécules oxydantes et qui nous permettent donc également de survivre. Donc globalement, vous avez plusieurs sites de production d'oxydants. Et ce que je veux vous montrer là, c'est que si ces sites de production d'oxydants ont été conservés au cours de l'évolution, c'est parce que quand même ils ont une fonction qui est bénéfique pour notre survie. On dit toujours que les oxydants ou les radicaux libres sont des éléments qui sont nocifs, certes, c'est la vérité, mais néanmoins on en a besoin dans la vie cellulaire et dans la vie des tissus. Donc, comme je vous l'ai dit, les mitochondries assurent la production d'énergie qui est absolument requise à notre survie. Au niveau de la membrane plasmique, vous avez également, donc, notamment au niveau des macrophages, donc ça vous permet, cette production d'oxydants, de lutter contre les infections. Et au niveau du réticulum endoplasmique, on a des détoxifications de xénobiotiques, qui sont les agents oxydants, on va dire, exogènes. Et vous avez également les voies de signalisation intracellulaires qui sont très importantes et qui sont régulées par les radicaux libres également. Donc vous avez donc des sources endogènes d'oxydants
et qui sont nécessaires à la survie des cellules. Et vous avez bien sûr là des sources exogènes d'oxydants, que sont par exemple les ultraviolets, les radiations ionisantes, toute forme de polluants, des xénoglobulines, oxydants. Et vous avez également parfois dans cette réaction inflammatoire des cytokines qui peuvent favoriser la production d'oxydants. Alors, pour lutter contre l'ensemble de cette production, soit endogène, soit exogène, vous avez des systèmes de défense antioxydants qui sont également extrêmement importants et qui permettent d'éviter que si une production devient trop importante et peut être nocive pour la cellule, vous avez donc ces systèmes de défense antioxydants qui permettent de lutter contre ces productions donc excessives. Et donc, sans rentrer dans les détails, on peut distinguer vraiment deux grands types de défense antioxydants, soit des systèmes enzymatiques, soit des systèmes non enzymatiques. Et je pense que dans les systèmes non enzymatiques, vous connaissez les vitamines, peut-être vous connaissez un peu la glutathione, mais vous connaissez surtout les vitamines que vous prenez parfois en antioxydants. Enfin, je ne sais pas si vous en prenez, mais en tout cas, bon, qui sont connus comme étant antioxydantes par le grand public. Donc globalement, quand vous êtes à l'équilibre entre le système de production et le système de détoxification de ces oxydants, globalement vous avez une égalité entre production et défense, tout se passe bien. Il y a une homéostasie, vous avez produit suffisamment d'oxydants pour vous permettre d'avoir en fait de l'énergie, pour que l'oxygène ait pu être utilisé. Vous avez produit aussi des oxydants éventuellement pour lutter contre les infections. Et en même temps, vous avez vos systèmes de détoxification qui après on dit, bon, le système, t'emballe pas trop, il faut calmer le jeu. Et donc ils se sont mis en fait, qui ont lutté de façon efficace contre l'accumulation excessive. Et puis parfois, en fait, il arrive des situations où en fait, il y a un système qui se déséquilibre. Soit parce que en fait, la production est vraiment trop forte pour que les systèmes de détoxification en place fonctionnent, soit parce que en fait, vous avez les systèmes de détoxification en tant que tels qui sont en fait altérés. Et souvent dans les cellules cancéreuses, en fait, vous avez un système qui est un système en déséquilibre. Dans les cellules cancéreuses, le métabolisme, notamment mitochondrial, est complètement anormal et il y a très souvent, ça se voit très très bien dans l'ensemble des lignées cellulaires qui sont à notre disposition au laboratoire, une production excessive d'oxydants et des systèmes de détoxification qui sont en fait altérés. Donc globalement, dans les cellules cancéreuses souffrent d'un stress oxydant chronique assez fort. Donc du coup, en fait, c'est notamment une des questions qui nous a intéressés au laboratoire. Nous, dans mon laboratoire, on s'intéresse en fait à deux choses. L'une des premières choses, c'est d'identifier en fait des nouveaux éléments régulateurs clés du stress oxydant. Il y en a déjà qui sont connus. Notre but, c'est de déterminer d'autres régulateurs du potentiel redox, d'autres régulateurs du stress oxydant. C'est ça qui nous intéresse pour mieux pouvoir éventuellement identifier les moyens de les prévenir. Et on s'intéresse énormément aussi aux conséquences d'un stress oxydant chronique. Et c'est notamment en fait de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Quelles peuvent être les conséquences d'un stress oxydant chronique, puisque les cellules tumorales souffrent d'un stress oxydant. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Comment est-ce qu'on peut en fait gérer ce stress qui est au niveau des cellules tumorales? Alors c'est bien connu que les conséquences d'un stress oxydant, ça, il y a énormément de publications là-dessus. L'accumulation en fait de radicaux libres, une accumulation anormale et prolongée, a des effets en fait sur vos composantes cellulaires, notamment des protéines, de l'ADN. Ça génère en fait souvent des mutations. Et donc un stress oxydant chronique favorise le vieillissement, favorise également évidemment des pathologies qui sont associées souvent au vieillissement, à savoir des cancers, des pathologies neurodégénératives, des maladies cardiovasculaires et du diabète. Donc le stress oxydant est quand même quelque chose, un stress oxydant chronique et prolongé est évidemment délétère pour la survie de l'organisme. Et donc ça, c'est notamment en fait en 1950
un Américain, Dan Harman, avait proposé la théorie du stress oxydant et du vieillissement. Et cette théorie, en fait, c'est ce qu'il avait au départ proposé, et ça s'est vraiment vérifié, en fait, ensuite, parce que beaucoup de laboratoires ont montré qu'il y avait vraiment une baisse des défenses antioxydantes dans les cellules lorsque les organismes vieillissent. Ça, c'est très clair, ça a été montré de façon très claire. Vous avez une baisse de l'activité de vos défenses antioxydantes quand vous vieillissez. Et donc, du coup, vous avez des altérations de vos composants cellulaires qui existent, qui sont plus propices. Et donc, nous, on s'est interrogé en fait sur ce questionnement du vieillissement, notamment en fait en utilisant un modèle basé sur un régulateur qu'on a identifié nous comme étant un régulateur clé des défenses antioxydantes. On ne va pas rentrer dans le détail du mécanisme de fonction de ce gène, mais cette protéine en fait régule des gènes de défense antioxydante. Et peut-être vous le savez, en fait, on a un moyen d'identifier en fait la fonction d'un gène dans un organisme, c'est en utilisant des modèles de souris. Et pour essayer de comprendre la fonction d'un gène comme ça, en se disant mais quelles peuvent être les conséquences in vivo de ce gène, qu'est-ce qui se passe, à quoi il sert, et bien un moyen c'est d'aller spécifiquement dans le génome, vous allez enlever ce gène, vous allez l'inactiver. Et vous regardez quelles sont les conséquences en fait, de l'inactivation de ce gène en fait, chez la souris. Et en fait, ce modèle murin a été créé par le laboratoire de Moshe Yaniv à l'Institut Pasteur, avec qui j'ai collaboré pendant très longtemps. Et Moshe Yaniv a développé ce modèle murin. Et en fait, et c'est d'ailleurs Dominique Thépeau et Jonathan Weissman, que vous connaissez, je crois, qui est venu vous donner une conférence sur l'épigénétique il n'y a pas très longtemps, qui ont mis en évidence ce modèle, enfin, qui ont étudié au départ ce modèle. Et puis ce modèle, en fait, globalement, l'inactivation de ce gène n'a aucune conséquence au cours du développement embryonnaire. C'est-à-dire que vous vivez très bien quand vous avez ce gène qui est inactivé. Vous et moi, on pourrait très bien être muté pour Journée, enfin moi en particulier, parce que vous allez voir après, correspond assez bien à ce que je pourrais être. Et donc on peut très très bien vivre sans ce gène. Et comme ce gène régule des gènes de défense antioxydants, on savait que l'inactivation, excusez-moi, donc le double sigle là, ça veut dire que ce gène a été inactivé. Et donc l'inactivation en fait du coup de ce gène provoque la non-régulation correcte des défenses antioxydantes, donc provoque une baisse des défenses antioxydantes, et donc du coup vous augmentez la production des radicaux libres dans ces organismes. Donc vous accumulez des radicaux libres dans ces organismes, et du coup on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Elles vont très bien, fondamentalement tout va bien, mais est-ce qu'à un moment il leur arrive quelque chose? Donc elles se développent correctement, elles n'ont pas forcément beaucoup de bébés, parce qu'il y a un peu de problème de stérilité, en particulier chez les mâles. En fait, surtout, ce qu'on a constaté, nous, c'est qu'en fait, elles survivent moins longtemps. C'est-à-dire que ces souris ont une durée de vie qui est significativement plus faible que les contrôles. Donc ça collait très bien avec la survie, avec les manips, enfin avec la théorie de Dan Harman. Alors évidemment, quand on regarde, vous voyez, une souris, ça vit environ 25 à 30 mois en fonction, notre animalerie est assez proche. Donc, c'est des animaux qui vivent bien, qui vivent assez longtemps. Et là, la différence, elle est de 3-4 mois. Donc, fondamentalement, vous me dites, de 3-4 mois, c'est pas grand-chose. Mais finalement, si vous remettez à l'échelle de la vie de la souris, ça fait quand même 10% de sa durée de vie. Donc, potentiellement, ça pourrait 10-12%. Donc, ça pourrait faire entre 8 et 10 ans pour l'espèce humaine. Vous dites, vous mourrez à 60 ans, vous mourrez à 70 ou à 80, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on a constaté que ces petites souris, en fait, elles étaient tout à fait normales, mais simplement, elles présentent effectivement des signes de vieillissement prématuré avant les souris contrôle, avant leurs frères et sœurs. Et donc, vous voyez, elles souffrent, elles ont du mal à se déplacer, elles souffrent de ce qu'on peut appeler d'alopécie. Les mâles ont énormément de poils blancs c'est les mâles surtout, avant les souris contrôle. Et elles développent également des cataractes.
Mais c'est vraiment des signes de vieillissement qui sont tout à fait classiques. C'est-à-dire que quelques mois plus tard, on a exactement les mêmes chez nos souris contrôle qui vieillissent. Hein. Il n'y a pas de différence. Et donc, du coup, on s'est intéressé en fait à ce phénotype. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne vais pas vous expliquer sur le plan moléculaire ce qu'on a identifié parce que finalement ça n'a que peu d'importance. Mais là où je voulais en fait vous amener, c'est que on a fait nous un nouveau lien, on a mis en évidence un nouveau lien entre deux théories du vieillissement. Si vous voulez, on pourra en discuter. Et ce qu'on a fait pour démontrer en fait que le phénotype de nos souris était associé à une production excessive d'oxydants, on les a placés sous forte dose d'antioxydants. Et en fait, on a constaté que ces fortes doses d'antioxydants, effectivement, nous diminuaient bien la phrase là d'événements moléculaires que nous on avait mis en évidence, peu importe, ok, donc tout était logique. On diminuait bien les signes de vieillissement. Ça, c'était parfait. En fait, c'est un précurseur. Ce qu'on a donné, ça s'appelle du NAC, du N-acétylcystéine, et c'est un précurseur du glutathion. C'est pas des vitamines, mais c'est des fortes doses. Hein. On a donné en fait de fortes doses de ce précurseur en fait de glutathion. Et donc on diminuait bien les signes de vieillissement, donc tout était bien. Sauf qu'en fait, aussi bien les souris contrôle que l'on avait évidemment traitées, que nos souris mutantes mouraient avant celles qui n'étaient pas traitées. Et ça, c'est juste parce qu'elles développaient beaucoup d'infections. Donc quand on a une idée comme quoi le stress oxydant est forcément délétère, c'est vrai, mais à contrario, prendre beaucoup d'antioxydants peut être également très délétère et peut vous diminuer votre durée de vie parce que vous empêchez vos macrophages de fonctionner correctement. Et même dans une animalerie super propre, parce que je peux vous dire que nos animaleries sont très très propres, donc elles n'ont pas tellement tendance à être soumises à une stimulation immunitaire, et bien même là, elles ont développé des infections et donc du coup, elles sont décédées avant. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut toujours raison garder et qu'un stress oxydant est associé à une durée de vie plus courte et de la même façon qu'un traitement antioxydant à haute dose. Donc, comme je vous le disais, nous, on s'intéresse... Oui. Vous avez essayé de faire des variations de quantité d'antioxydants que vous réalisez ou pas ? Non, on n'a pas fait ça. Non, c'est une question intéressante, mais après, il y a des problématiques de nombre de souris, donc on n'a pas fait ça. Mais j'ai pas trop de doute que si effectivement on avait quand même baissé un petit peu la quantité d'antioxydants, on aurait pu probablement quand même, après, est-ce qu'on aurait, nous, favorisé, empêché l'apparition du phénotype de vieillissement. C'est des manips très longues et très coûteuses, très longues, très coûteuses, et sur le plan éthique, j'ai pas très envie d'avoir beaucoup d'animaux pour répondre à une question qui finalement est intéressante. Est importante quand même. Est importante. Parce que c'était même la question que tu posais au départ. Oui, mais si tu veux, tu vois, sur le plan éthique, c'est un peu compliqué d'adresser de façon correcte et c'est lourd, en fait. Et donc, du coup, il y a des fois, il y a des choix à faire. La question est relevante, c'est sûr. Donc ensuite, on s'est intéressé au rôle du stress oxydant dans le développement tumoral. Et donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que le stress oxydant accroît le développement tumoral en affectant le micro-environnement tumoral. Alors, qu'est-ce que c'est que le micro-environnement tumoral ? Déjà, on va commencer par une définition de ce qu'est le micro-environnement tumoral. Alors, je me suis dit que j'allais aussi repartir un peu du début et comment une cellule devient cancéreuse. Alors, ça fait appel à des connaissances qui sont maintenant relativement anciennes, et pendant très longtemps, on ne s'est intéressé qu'à la cellule tumorale elle-même, ce qui n'était pas complètement incohérent, parce qu'il faut quand même lutter contre l'origine de la maladie, et l'origine de la maladie, c'est la cellule tumorale. Et donc, une cellule tumorale se caractérise par l'accumulation d'altérations génétiques, de mutations dans l'ADN, qui vont générer une prolifération accrue de ces cellules, une prolifération anarchique qui est à l'origine du cancer. Et pendant très très longtemps, vraiment, on a été à l'ère de l'oncogénétique absolue, c'est-à-dire que rien d'autre n'existait que les altérations génétiques de la cellule tumorale.
Et donc, les altérations génétiques étaient à la fois nécessaires et suffisantes pour expliquer le cancer, et il n'y avait globalement rien d'autre qui se passait autour de la cellule tumorale. Donc effectivement, très probablement, vous avez déjà entendu parler d'oncogènes et de suppresseurs de tumeurs. Les oncogènes sont des mutations dans des gènes qui vont favoriser le développement tumoral, et les suppresseurs de tumeurs, comme ce qu'ils indiquent, en fait, permettent d'empêcher le développement tumoral, et quand vous avez des mutations, vous les inactivez, donc du coup vous les empêchez de faire leur travail correctement, et donc du coup en fait c'est propice au développement tumoral. Et donc ces mutations, qu'elles soient activatrices ou qu'elles soient inactivatrices, provoquent une augmentation de la prolifération des cellules tumorales, stimulent également leur survie, donc elles vont mourir moins facilement, donc elles vont être moins facilement éliminées, et favorisent souvent leur migration, donc leur propension à donner des métastases. Alors, le stress oxydant, juste pour revenir un tout petit peu sur le stress oxydant ne fait pas que altérer les cellules du micro-environnement tumoral, ça c'était notre travail, mais il altère également l'ADN, la structure de l'ADN, en provoquant des mutations, notamment des mutations simple brin. Vous savez que l'ADN est composé d'un double brin, et par la constitution d'une structure particulière qui s'appelle le 8-oxoguanine, qui est propice à l'apparition de mutations qui sont irréversibles. Donc le stress oxydant provoque également, favorise l'apparition d'altérations génétiques. On est bien d'accord. C'était juste pour que ce soit clair. Donc de façon plus récente, il y a une autre ère qui s'est constituée. Donc comme d'habitude, quand une ère arrive pour essayer de remplacer l'autre, c'est une ère parfois qui se veut dominante. Donc vous avez des gens comme Lina Bissell qui ont été, c'est une femme qui a été extrêmement importante pour le développement de l'ensemble de ses connaissances sur le micro-environnement tumoral. Donc elle avait tendance à dire que finalement la cellule tumorale c'était rien, il n'y avait que le micro-environnement qui comptait. Donc évidemment la vérité est entre les deux, c'est-à-dire que bien sûr les cellules tumorales sont très importantes, mais le micro-environnement tumoral est loin d'être inerte, et j'espère que je vais vous en convaincre. Donc en fait le micro-environnement tumoral, l'ensemble de ce champ d'investigation a été développé parce qu'on a réalisé que les tumeurs étaient capables de croître et de voir leur capacité métastatique augmenter grâce au contact avec des cellules saines de l'hôte, de l'individu qui souffre de ce cancer. Et ces cellules saines ne sont évidemment pas porteuses de mutations. Et ces cellules saines, en fait, sont détournées de leur fonction normale par la tumeur, qui les utilise, en fait, à son profit. Et les cellules tumorales, en fait, vont modifier les cellules du micro-environnement tumoral pour favoriser le développement tumoral et la migration métastatique. Alors, en fait, les premières observations, les vraiment premières observations qui ont été faites en fait par un médecin anglais à la fin du 19e siècle qui s'appelait Stephen Paget, et qui a vraiment posé les fondations de la recherche sur le micro-environnement tumoral en établissant une théorie qui s'appelle la théorie de la graine et du sol. Et en fait, c'était une théorie qui disait que pour chaque type de cancer, ce qu'il avait observé, c'est qu'on avait un site métastatique qui va être différent. Ce qui suggère que ce qui est vrai, parce que tout le monde sait en fait, mais ce qui pour lui suggérait que finalement, pour une cellule tumorale, on allait avoir un site de nidation qui allait être privilégié. Donc en fait, que le local, l'environnement, est finalement très important par rapport à une cellule tumorale donnée. Et donc pendant très longtemps, ces travaux ont été finalement complètement oubliés. Et en fait, ils ont été repris à la fin des années 90 et l'an 2000. Donc c'est vraiment une thématique de recherche qui est quand même relativement finalement récente par rapport à l'ensemble de ces observations qui sont plutôt anciennes. Et donc en fait, le micro-environnement tumoral est un ensemble de cellules qui constituent le tissu nourricier et le tissu de soutien de la tumeur. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une représentation schématique d'un carcinome. Je vous montrerai ensuite des photos, mais je vais vous présenter en fait le fait que les cancers, donc les cancers solides, notamment des cellules épithéliales, s'appellent des carcinomes. Et donc,
tout ce qui est cancer rénal, cancer du sein, cancer des ovaires, sont des carcinomes. Et ces carcinomes, les cancers du côlon, les carcinomes, donc ces cancers, sont des entités donc hétérogènes qui ne sont pas constituées que par les cellules tumorales. Donc, je vous ai juste représenté ici une petite représentation schématique, histoire en fait de faire en sorte que les choses soient un peu plus claires. Donc ici, vous avez les cellules épithéliales normales, le tissu normal. Donc, vous voyez, ce sont des cellules bien polarisées, bien alignées, bien sages. Et ici, vous avez en fait une représentation des cellules tumorales, donc qui présente une perte de structure, une prolifération complètement anarchique, et les cellules ont tendance à plus migrer, à plus bouger. Et l'ensemble de ces cellules tumorales sont au milieu d'autres cellules qui constituent en fait les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques, les cellules immunitaires de type macrophage, cellules dendritiques, lymphocytes, on ne va pas forcément rentrer dans les détails, énormément de cellules qui s'appellent les fibroblastes, qui sont vraiment des cellules de soutien qui en quantité sont les cellules les plus importantes en nombre dans un carcinome. Et tout ça est en fait englué, empêtré dans une matrice qu'on appelle la matrice extracellulaire, parce qu'elle est en dehors des cellules. Et tout ça assure une espèce de tout cohérent, et l'ensemble de ces cellules interagissent pour constituer en fait un tout complexe, parce que les cellules tumorales vont provoquer l'adaptation des cellules de l'environnement pour les détourner à leur profit, mais de façon réciproque. Du coup, quand elles vont être détournées comme ça, ces cellules-là vont participer notamment, par exemple, à la migration des cellules tumorales. Donc il y a vraiment un réseau complexe de molécules qui sont échangées entre ces différentes cellules, et c'est contre ça qu'il faut maintenant vraiment qu'on agisse sur le plan thérapeutique. Donc juste pour vous expliquer fondamentalement à quoi ça sert, donc les vaisseaux sanguins assurent l'apport en oxygène et en nutriments dans une tumeur, parce qu'une tumeur ne peut pas croître au-delà d'une certaine taille si elle n'a pas un apport en oxygène. Et pour ça, c'est les vaisseaux sanguins en fait, qui sont attirés par les cellules tumorales, et les vaisseaux sanguins vont se développer au sein de la tumeur pour lui permettre en fait, d'avoir de l'oxygène et avoir des nutriments. Le système immunitaire est également très fortement impliqué. Il y a des camps de recherche absolument énormes dans ce domaine. Le système immunitaire, parce qu'au départ, l'hôte n'est pas du tout inerte dans la réaction contre la tumeur. Au départ, il comprend que ce n'est pas normal. Et l'autre va réagir. D'abord, la première réaction qu'il y a contre un cancer, c'est quand même une réaction de défense. Vous avez des cellules immunitaires qui arrivent et qui essayent de détruire les cellules tumorales. Et en fait, les cellules tumorales vont modifier ces cellules immunitaires et vont les détourner en favorisant en fait le système immunitaire, et elles vont les détourner de façon à synthétiser des molécules qu'elles vont pouvoir ensuite utiliser. Et vous avez les fibroblastes qui sont des tissus de soutien sur lesquels on va revenir dans un instant. Et donc l'ensemble de ces différents sous-types cellulaires qui sont très influencés par le stress oxydant, les trois en fait cas sont très influencés. Et donc les vaisseaux sanguins, on l'a montré de façon très claire il y a quelques années. Le système immunitaire, ça a été montré par d'autres. Et les fibroblastes également, on l'a montré. Donc ça, je vais vous montrer quelques données. Donc, je voulais vous montrer... Ah ben on ne voit pas le nom de Anne du coup. Il est en dessous. Et donc ça, ce sont deux photos qui m'ont été fournies par un médecin qui s'appelle Anne-Vincent Salomon, qui travaille à l'Institut Curie, qui est un anatomopathologiste à l'Institut Curie, et qui vraiment avec qui on développe un travail de collaboration extrêmement important. Et pour nous, Anne est vraiment quelqu'un de très précieux. Et donc, ces deux photos en fait, qu'elle m'a fournies vous permettent en fait de voir la différence entre une glande mammaire normale et un cancer du sein. Et ce que je tenais à vous faire appréhender en fait, par ces deux images, c'est que vous voyez quand même bien que globalement c'est quand même très différent, c'est une évidence, mais en fait ce que vous ressentez là, c'est cette espèce de tension qui peut exister en fait au sein d'une tumeur et qui va avoir également une incidence sur le développement tumoral. Et la tension, elle résulte du fait que les cellules du micro-environnement tumoral sont modifiées, sont altérées. Donc vous avez en fait le micro-environnement tumoral est modifié d'un tissu normal
vers une tumeur. Il est également différent d'un type de tumeur à l'autre. Ça, c'est pareil, c'est des champs d'études très, très importants. Ce qu'on peut voir dans un cancer du sein ne va pas strictement être équivalent dans un cancer du côlon. Et comme je vais vous montrer tout à l'heure, différents cancers avec des gravités différentes du sein ne vont pas avoir exactement le même micro-environnement tumoral. Et donc, vous avez en fait des modifications de micro-environnement. Vous avez par exemple une augmentation très nette de la proportion de myofibroblastes. On va revenir sur ce qu'est un myofibroblaste après. Vous avez une augmentation très forte de l'infiltrat immunitaire. Vous avez une forte augmentation des vaisseaux sanguins, comme je vous disais, pour éviter, en fait, pour permettre à la tumeur de croître. Et vous avez également un dépôt de matrice extracellulaire, ce qui vous fait cette espèce de structure qui est quand même extrêmement différente d'une glande normale. Excusez-moi, c'est les noyaux qui sont colorés sur... Ouais, en fait là c'est les noyaux. En fait, on voit un peu les noyaux là par rapport au cytoplasme qui est un petit peu plus clair, effectivement. Je vais vous montrer après des photos peut-être d'un peu plus près où on verra peut-être un peu. Donc fondamentalement, ce qu'on appelle en fait dans une tumeur le micro-environnement, en fait, il est réactif. Il est réactif par rapport à la tumeur et donc il est utilisé par la tumeur. Et donc en 1986, quand ces études sur le micro-environnement tumoral ont repris, Harold Dvorak a mis en évidence que les tumeurs étaient des blessures qui ne guérissent jamais. En effet, lui, il a beaucoup travaillé sur les fibroblastes, qui sont en fait vraiment des tissus de soutien que probablement vous ne connaissez pas, mais qui sont absolument essentiels en fait à votre organisme et qui sont très impliqués, par exemple, dans les processus de cicatrisation. Quand vous vous blessez, en fait, que vous coupez, vous avez en fait, vous voyez très bien, vous avez en fait au départ vous avez une arrivée des cellules immunitaires qui permettent d'éviter que vous ayez une infection, mais vous avez également en fait un tissu qui va la blessure va petit à petit se réparer. Et elle se répare notamment par des fibroblastes et évidemment par des kératinocytes ensuite, bien sûr. Mais au départ, elle se répare aussi par des fibroblastes qui vont donc migrer au site de la blessure. Et cette migration, en fait, s'opère par une modification de ces fibroblastes qui deviennent des myofibroblastes, c'est-à-dire qu'ils acquièrent des propriétés motiles. Ils sont capables de migrer. Ils sont capables de bouger, ils sont capables de migrer. Et pour ça, ils acquièrent donc des propriétés très particulières qui leur donnent cette capacité en fait à migrer. Et en fait, le problème, c'est que les cellules tumorales provoquent ces modifications des fibroblastes environnants, mais malheureusement, alors que dans une blessure, c'est réversible, dans une tumeur, ça reste irréversible. Et ça favorise la migration des cellules tumorales dans certains cas. Donc, par exemple, je vous ai présenté ici des photos de ces fibroblastes. Alors, juste pour que vous sachiez, donc, je vous ai présenté 3 photos à chaque fois de 3 sous-types tumoraux différents. Donc ici, vous avez un premier sous-type tumoral. Donc ça, ce sont que des cancers du sein. Mais des cancers du sein de 3 catégories différentes. Ici, vous avez un premier type de cancer du sein. Ici, un deuxième type de cancer du sein. Et ici, un troisième type de cancer du sein. Alors, ce qu'on voit ici, en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, ce qu'on voit ici, c'est les cellules tumorales. Et ici, en fait, en bleu, sont marqués les noyaux des cellules tumorales. Ici, ce sont les cellules tumorales. Et ici, en fait, ce sont les fibroblastes que vous voyez en marron. Et en plus particulièrement les myofibroblastes. Là, on marque plus spécifiquement les myofibroblastes, c'est-à-dire les fibroblastes qui ont acquis cette capacité anormale à migrer. Et donc, qu'est-ce que vous voyez, par exemple, entre ce sous-type de tumeur-là et ce sous-type-là? Qu'est-ce que vous voyez? Juste quand vous comparez celle-là avec celle-là, qu'est-ce que vous voyez? Plus grosse densité de myofibroblastes. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et en fait, il se trouve que ces 2 sous-types de tumeurs sont beaucoup plus agressives que celle-là. Et ce qui a été montré, en fait, c'est que les propriétés réactives du stroma, et en particulier celle des myofibroblastes, a une valeur prédictive sur la survie des patientes. Et donc, les 2 sous-types de tumeurs que je vous ai montrés sont des sous-types de tumeurs qui sont connus comme étant très agressives, et les myofibroblastes participent à cette agressivité tumorale. Et ça, c'est vrai pas que dans le cancer du sein, ça a été également montré dans les cancers du côlon et dans les cancers du poumon. Les myofibroblastes emportent avec eux
les cellules tumorales, elles les déplacent. Alors, c'est exactement ce que je vais vous montrer. Donc, c'est pas forcément vrai dans toutes les tumeurs, mais ça a été montré dans un certain nombre de cas, et je vais vous montrer en fait après des images qui montrent ça. Il y a un très joli travail qui a été fait par notamment un Français qui est revenu, enfin qui l'a fait en Angleterre, qui est revenu. Je vais vous montrer ces photos. Donc juste pour vous montrer en fait le stress oxydant en fait en lui-même. Donc je vous ai dit que il y avait en fait les cellules tumorales souffraient d'un stress oxydant. Et il y a une valeur prédictive à la quantité de myofibroblastes dans une tumeur. Plus vous avez de myofibroblastes, moins bonne en fait, enfin plus la tumeur est agressive. Et bien nous ce qu'on a montré c'est que plus vous avez de stress oxydant, plus vous avez de myofibroblastes. Donc c'est-à-dire que ici vous avez un carcinome qui pourrait correspondre au carcinome plutôt tranquille qu'on a vu tout à l'heure, là, le premier sous-type que je vous ai montré, il n'y avait pas beaucoup de myofibroblastes par rapport à celui qui était plus haut. Et celui-là, ça correspond en fait plutôt au sous-type plutôt agressif. Et ici, vous souffrez ici d'un stress oxydant qui n'existe pas ici. Et donc vous voyez très bien, hein, ça c'est un marqueur de stroma réactif, de myofibroblastes réactifs, et vous voyez très très bien qu'ici ces cellules se colorent en rouge foncé qui indique une augmentation très nette de l'expression de ce marqueur. Et ici je vous ai représenté une photo d'immunofluorescence. Donc ici les cellules qui sont marquées en rouge sont les cellules tumorales et les cellules qui sont marquées en vert sont les cellules fibroblastiques. Donc tout ce qui est bleu correspond au noyau des cellules. Donc ici vous avez le noyau des cellules tumorales et ici vous avez le noyau des fibroblastes. Donc vous voyez bien qu'il y a vraiment une interaction. Et ce que vous voyez, c'est qu'en sans stress oxydant, ou en stress oxydant, on va dire modéré, vous avez une proportion de myofibroblastes qui est beaucoup plus faible que lorsque vous avez un stress oxydant, quand ces cellules souffrent de stress oxydant beaucoup plus fort. Vous voyez, il y a une très très forte augmentation de ce marqueur. Donc je vous ai juste en fait mis quelques photos ensuite de myofibroblastes, hein, donc ces cellules qui sont des fibroblastes associés au carcinome. Oui, excusez-moi. En fait, si on a un début de cancer et qu'on utilise des antioxydants, ça pourrait diminuer l'agressivité du cancer? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que ça a été quand même souvent débattu. Et je voulais en parler en fait a posteriori parce que pour l'instant, les études épidémiologiques qui ont été faites en fait sur les antioxydants, quand elles sont associées à de la thérapie, en tout cas, ne sont pas bénéfiques, voire pourraient être délétères dans certains cas. Donc, je pense que l'usage des antioxydants est une bonne chose quand on en fait en fait un usage modéré et qu'on a une bonne hygiène de vie également, qu'on fait du sport, qu'on mange des légumes verts. Enfin, toutes les recettes de nos vieilles grand-mères sont quand même... toute la biologie en fait que l'on réalise maintenant redécouvre en fait ces principes de base qui sont quand même des principes qui nous permettent d'avoir moins d'oxydants. Hein. L'ensemble de ces règles de vie sont des règles de vie qui nous permettent de diminuer un peu nos oxydants ou de booster un peu nos défenses antioxydantes. Donc après, on peut le faire, je pense, boire de la vitamine C le matin en quantité modérée. Je pense que ça, c'est plutôt très bénéfique pour la santé. Par contre, en prendre à haute dose, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça, c'est pas une bonne idée. Et l'associer avec une thérapie anticancéreuse, là, je pense qu'il faut pas le faire. Et je vais vous montrer après. Donc quelques images de myofibroblastes. Vous avez certes le marqueur qu'on a utilisé tout à l'heure. Hein, vous voyez en fait ça ce sont des fibroblastes normaux et ça ce sont des myofibroblastes qui se développent en fait, dont les caractéristiques apparaissent sous l'effet d'un stress oxydant. Je voulais juste vous montrer aussi cette image que je trouve assez jolie où on voit en fait vraiment deux myofibroblastes en fait globalement se prendre par la main pour en fait mieux migrer ensemble. Et vous avez en fait donc plusieurs caractéristiques qui font que ces cellules sont contractiles et en fait vraiment s'entraînent mutuellement les unes avec les autres. Et donc en fait vous avez une augmentation de la migration cellulaire sous l'effet de ces myofibroblastes. Et donc juste pour répondre à votre question, donc quand il y a interaction entre les myofibroblastes et les fibroblastes,
ce que par exemple Mina Bissell a montré, c'est que, donc tout à l'heure ce que je vous ai montré, c'est des cellules qu'on appelle en 2 dimensions. C'est-à-dire qu'on cultive dans des boîtes, dans un milieu très conditionné, très particulier, dans un incubateur à 37 degrés, dans des conditions d'hygrométrie très précises. Mais on utilise maintenant, de façon beaucoup plus intéressante encore, des conditionnements qui s'appellent en 3 dimensions. Donc on fait des cultures de cellules maintenant dans un milieu qui nous permet d'assurer en fait une culture en 3 dimensions, en 3D, qui en fait correspond plus à ce qu'on a en fait au sein de notre corps, de façon vraiment à animer le développement de la pathologie tumorale. Et c'est ce qu'a commencé à faire Mina Bissell. Et donc ce qu'on voit ici, ce sont des colonies sphériques qui sont formées par les cellules tumorales qui sont cultivées en 3 dimensions. Et donc ça, c'est sans myofibroblastes. Et ça, ce sont les mêmes cellules avec des myofibroblastes. Et vous voyez que la structure n'a pas du tout la même allure. Vous avez ici, en fait, quand vous co-cultivez ces mêmes cellules tumorales qui restent les unes avec les autres sans myofibroblastes, ben là, vous avez en fait des cellules qui sont capables en fait, de migrer de façon beaucoup plus efficace. Donc là, ce sont les cellules tumorales qui migrent et dont la migration est favorisée par les myofibroblastes. Et donc, Cédric Gaglioli a mis en évidence que les myofibroblastes, donc là dans le sous-type de cellules de cancer du cou et de la tête qu'il a étudié, étaient capables vraiment de favoriser la migration des cellules tumorales. Et donc en fait ce que vous voyez, ça c'est un petit film qu'il a pris, en fait c'est un ensemble de photos qu'il a pris, et les fibroblastes sont en rouge et les cellules tumorales sont en vert. Et ce que vous voyez, c'est qu'à chaque fois, la cellule qui sort d'abord, c'est un myofibroblaste. Et vous avez la cellule ensuite qui suit, c'est une cellule verte, c'est-à-dire que d'abord c'est le fibroblast qui part et qui attire avec lui la cellule tumorale. Donc ça c'est ce qu'on appelle un peu la migration collective des cellules en fait myofibroblastiques qui attirent en leur sein des cellules tumorales. Donc la cellule au front d'invasion est un myofibroblast. Donc là vous avez une image un petit peu plus fort grossissement. Donc vous avez toujours cette cellule rouge ici qui est donc suivie par des cellules tumorales. Et en fait ce que fait la cellule rouge, le myofibroblast, c'est qu'il va sécréter de la matrice extracellulaire. Et ce qu'il a vu, Cédric, c'est qu'en fait vous avez une capacité des fibroblastes et des cellules tumorales à suivre en fait cette matrice, à s'accrocher sur cette matrice et à aller migrer. Et donc c'est ce qui est pressenti dans certains cas de cancer. Et en particulier en fait dans les tumeurs de sous-type HER2, dans les cancers du sein, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc que nous on a plus particulièrement analysé dans mon laboratoire. Et donc dans ces tumeurs, on a mis en évidence, elles sont connues ces tumeurs pour être caractérisées par un grand nombre de métastases au niveau des ganglions lymphatiques. Elles sont caractérisées par une signature oxydante de façon très claire. Elles sont très fortement caractérisées par une quantité de myofibroblastes très importante, donc associée, on a mis en évidence que c'était clairement associé à la propension métastatique de ces tumeurs. Et on a en fait réussi à identifier une chimiokine qui est stimulée par qui est stimulée par le stress oxydant. Et il existe en fait des anticorps qui permettent de lutter contre cette chimiokine. Et on a mis en évidence dans des modèles de souris que ce traitement pourrait être très très intéressant pour ces patients. Donc là on est en train de développer ça au laboratoire. Excusez-moi, c'est quoi une chimiokine? Une chimiokine, c'est une molécule, excusez-moi, on va juste dire une molécule sécrétée. Voilà. Une molécule sécrétée là par. En fait, la molécule, elle est sécrétée par les fibroblastes, par les myofibroblastes, et en fait, elle va se fixer sur un récepteur qui est présent sur la cellule tumorale. En fait, c'est une molécule qui va être sécrétée et qui va aller agir, en fait. Donc, c'est vraiment là on est vraiment dans l'interaction. C'est aussi une molécule qui attire. Elle a aussi cette propriété d'attraction. Disons que là, en l'occurrence, dans ce cadre-là, c'est pas forcément dans cette. C'est CXL12.
Donc on est en train de traiter. SDF1. Donc on est en train là de traiter en fait avec des anti-CXCR4 et en fait il y a un vrai potentiel intérêt thérapeutique dans les patients qui deviennent Herceptine résistants. Donc, mais ça on l'a vu que dans les modèles murins, il faudrait vraiment après passer à un essai clinique pour voir si ça a une vraie valeur thérapeutique. Et la cellule cancéreuse, elle répond comment à la chimioquine? C'est quoi la réponse de la cellule cancéreuse à la chimioquine? Et bien donc là, quand on a traité nos souris, donc on avait des souris qui présentaient en fait ce modèle HER2, donc on a diminué la croissance tumorale grâce à l'addition en fait de notre anti-CXCR4. D'accord. C'est ça votre Donc, La chimioquine, elle attire. Tu mets l'antichimioquine et ça empêche. d'après ce Voilà, que- c'est ça. Mais elle augmente pas la croissance cellulaire des cellules cancéreuses. Attendez, si. La chimioquine, en fait, là je parlais du traitement. La chimioquine, en fait, qui est produite par les cellules, les myofibroblastes, la chimiokine, elle est produite par les cellules myofibroblastiques D'accord. et elles va se fixer en fait sur un récepteur qui est présent à la surface des cellules tumorales. Et là, Et vous qui va allez attirer. avoir en fait une augmentation de la prolifération cellulaire dans les cellules tumorales. D'accord. Et donc quand vous agissez contre le récepteur, donc c'est CR4, contre ce récepteur-là, vous diminuez en fait l'impact sur la croissance tumorale. Mais en fait, ma question c'est est-ce que ça augmente la croissance cellulaire ou la prolifération, le déplacement de la cellule? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça fait les deux, fondamentalement, parce que ça agit aussi sur l'angiogénèse. Donc en fait, globalement, on altère un peu tout. Et en fait, le vrai impact qu'on a réellement, finalement, on diminue la croissance, ça c'est clair, mais je pense qu'on diminue la croissance parce qu'on diminue l'angiogénèse. Enfin, on diminue la croissance des vaisseaux sanguins. Ok. On diminue clairement la quantité de vaisseaux sanguins. D'accord, merci. Je n'ai plus rien. Donc, l'une des troisièmes choses sur laquelle je souhaitais vous montrer quelques résultats, c'est qu'un stress oxydant, finalement, peut favoriser aussi la réponse à certains traitements chimiothérapeutiques. Alors, ça, on l'a mis en évidence que dans les cancers de l'ovaire. On s'est intéressé en fait au cancer de l'ovaire parce qu'on a trouvé en fait des petits éléments régulateurs qui sont importants pour la régulation du stress oxydant. Et on savait en fait, parce que ça avait été publié par d'autres, que dans les cancers de l'ovaire, ces petits éléments régulateurs étaient différentiellement exprimés. Donc on s'est intéressé au cancer de l'ovaire à cause de ça. Et on a mis en évidence, donc ces petits éléments régulateurs, ça s'appelle des miRNA, peu importe le nom qu'on leur donne. Et en fait, ces miRNA, quand on les surexprime dans une cellule de cancer de l'ovaire, on observe qu'on augmente le développement tumoral. Pour nous, ça nous paraissait complètement logique. Ces miRNA ciblaient une protéine importante pour réguler le potentiel redox. Donc en fait, on augmentait le stress oxydant, on augmentait du coup le développement tumoral. Tout ça nous paraissait parfaitement logique. On avait déjà vu ça pas mal de fois, donc on s'est intéressé à ce qui était augmenté dans ces tumeurs. Il y avait un peu de prolifération, un peu d'angiogénèse. Globalement, on était sur des choses qu'on connaissait bien et ça nous confortait dans notre appréhension, dans les études qu'on avait faites sur le rôle du stress oxydant. Et puis, on a eu envie de s'intéresser en fait à la clinique. Donc, comme on avait travaillé avec sur le cancer du sein grâce à la collaboration avec Anne, on a voulu travailler aussi sur les patientes atteintes de cancer de l'ovaire. Et donc, on est allé voir des médecins. Donc là, les docteurs Paul Cotu, qui est oncologue médical à l'Institut Curie, et le docteur Xavier Sastre-Garot, qui est à Naples. Et en fait, ils nous ont donné accès à une collection de patientes qui ont été prises en charge entre 1989 et 2005 à l'Institut Curie et qui représentent une centaine de patientes. Ce sont des patientes, il faut savoir que les cancers de l'ovaire sont des cancers assez agressifs pour lesquels, pour l'instant, le développement de thérapie nécessite des investigations vraiment complémentaires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la suite de ce travail, en fait, j'ai vraiment développé en fait, une grande partie de mon laboratoire travaille maintenant sur les cancers de l'ovaire. Parce que contrairement aux cancers du sein qui sont quand même maintenant bien répertoriés, les cancers de l'ovaire, on connaît très peu de choses dessus. On considère que c'est tous les mêmes. Et comme je vais vous le montrer, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait.
Donc, ce sont des cancers qui sont détectés en fait assez tardivement chez les femmes, et donc du coup sont des cancers qui sont, parce qu'ils sont asymptomatiques, sont souvent de stade avancé, de haut grade, et donc de pronostic assez sombre. Et en fait, nous, on a mis en évidence, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails moléculaires, c'est pas ça qui vous intéresse, mais en fait, on a mis en évidence que dans ces cancers de l'ovaire que tout le monde considérait toujours comme la même entité, et bien nous, on a mis en évidence 2 catégories de patientes. Et on a mis en évidence donc, ces 2 catégories de patients. Donc, j'ai voulu vous représenter ça parce que c'est quand même assez intéressant de regarder la variabilité qu'il peut y avoir d'une patiente à l'autre et d'un gène à l'autre. Laissez-moi juste vous expliquer. Chaque ligne ici représente une patiente différente. Et chaque colonne représente un gène et l'expression d'un gène. Plus c'est rouge, plus c'est fortement exprimé, plus c'est bleu, plus c'est faiblement, enfin moins c'est exprimé. Et donc ce qu'on peut constater, en fait, ce que nous on a vu, c'est qu'on avait 2 catégories de patientes, une première catégorie ici et une deuxième catégorie ici, et que l'on pouvait distinguer par l'expression soit de gènes impliqués dans la régulation du stress oxydant, soit dans des gènes impliqués dans un mécanisme que l'on appelle la fibrose. Et ce qu'on constate, c'est que vous avez ici un ensemble de patientes avec une forte expression de gènes, impliqués dans le stress oxydant, et ici, une plutôt faible expression de gènes impliqués dans la fibrose. Et comme vous pouvez le constater, il y a quand même des variations d'une catégorie de gènes à l'autre et d'une patiente à l'autre. Mais fondamentalement, vous pouvez voir quand même que ces patientes-là constituent un ensemble homogène, et ces patientes-là constituent un autre ensemble homogène, avec ici plutôt une forte expression des gènes de fibrose, et ici plutôt une faible expression des gènes régulant le stress oxydant. Et comment vous avez rangé vos patientes Ça, c'est des logiciels en fait qui classent les patientes. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas intervenir dessus. On donne les expressions des gènes. Et vous avez en fait ces arbres qui s'appellent des clusters hiérarchiques qui sont faits en fonction de la plus grande proximité des patientes les unes par rapport aux autres, par rapport en fait à l'expression. C'est pour ça que par exemple ici vous avez cette espèce de noyau dur ici de patiente qui présente une forte expression dans ces gènes. Puis là, vous avez tout un autre patient qui est peut-être un peu plus faible, vous voyez, puis là encore un peu plus faible. Mais par contre, ici, vous avez ces gènes-là qui sont plus fortement exprimés. Donc ça les catégorise en fonction de l'expression des gènes. Et donc, globalement, on avait des patientes avec une signature plutôt stress-oxydant, et puis ici, une signature plutôt fibrose. Moi, à ce moment-là, je suis partie en vacances, j'ai laissé le postdoc continuer à regarder les survies, et j'ai commencé à écrire le papier. En fait, vous savez que nous, on est évalué par rapport à nos données scientifiques, donc on a besoin d'une certaine forme de rentabilité, et on est évalué par le papier scientifique. Et donc, évidemment, j'étais persuadée que les patients qui présentaient une forte expression de gènes impliqués dans le stress oxydant auraient une survie bien moins bonne que ces patientes-là. Et comme parfois ça arrive en science, ne jamais avoir d'idées préconçues, en fait, parce que quand on a regardé la survie de ces patientes, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que ces patientes qui présentaient la signature de stress oxydant, en fait, elles survivaient mieux, de façon significativement mieux, que ces patientes qui étaient caractérisées par la signature fibrose. Donc là, ça ne correspondait pas du tout avec ce qu'on avait vu chez la souris, ça ne correspondait à rien de ce que j'avais jamais vu. Et je me disais, mais pourquoi ça a fait ça? Et donc évidemment, l'une des hypothèses qu'on s'est dites, c'est qu'on n'a jamais traité nos souris. Alors qu'évidemment, les patientes, on les regarde à long terme, mais on les regarde, évidemment, heureusement, elles ont été traitées. Donc on s'est dit, peut-être que finalement, quand elles ont une signature, quand les tumeurs ont une signature de stress oxydant, finalement par rapport à leur traitement qu'ils leur est donné, peut-être finalement elles répondent mieux. C'est-à-dire que ces tumeurs qui sont plus agressives vont finalement peut-être mieux répondre à certains agents chimiothérapeutiques. Et donc c'est la question qu'on s'est posée. Donc du coup on s'est dit, on va regarder d'abord sur des cellules, voir si ça peut être vrai, et si c'est vrai, on regardera sur des souris. C'est exactement ce qu'on a fait. Et donc ici,
vous avez une manip qui est faite sur des cellules. Donc vous prenez des cellules, que vous avez, donc ici vous avez les cellules contrôle, et ici vous avez ces petits éléments dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les éléments régulateurs de la protéine impliquée dans le stress oxydant. En fait, ce que vous voyez donc dans des cellules non traitées, en fait, l'ensemble de ces cellules, donc là, ici, vous regardez le pourcentage de mort cellulaire. Parce que le but pour nous, c'était de regarder comment le traitement allait avoir une incidence sur la mortalité des cellules. C'est ça qu'on voulait regarder. Donc, déjà, en basal, dans des cellules non traitées, qu'est-ce que vous avez comme mort cellulaire? Donc, vous avez une mort cellulaire classique, des cellules contrôle, et vous constatez que lorsque vous avez une régulation par ces petits éléments qui régulent le stress oxydant, vous diminuez effectivement la mort des cellules. Donc effectivement, ça c'est propice au développement tumoral, puisque vous diminuez leur mort, la mort cellulaire. Et donc du coup, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe quand on les traite? Et donc on a utilisé en fait le paclitaxel, parce que les taxanes sont très souvent utilisés en traitement chimiothérapeutique. Et les taxanes, en fait, agissent sur les microtubules, agissent sur les composants du cytosquelette des cellules, provoquent la mort des cellules, mais ils provoquent également une augmentation très importante des oxydants dans les cellules. Ils provoquent en fait la mort, notamment aussi en augmentant le stress oxydant. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe quand on met cet agent qui augmente le stress oxydant sur ces cellules qui, normalement, sont protégées de la mort? Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'elles meurent mieux. Donc effectivement, ça correspondait parfaitement finalement à l'hypothèse qu'on avait formulée chez la femme, qui lorsqu'elle était traitée, peut-être, cette signature de stress oxydant pouvait corroborer avec ces observations. Donc ce qu'on a fait également, c'est qu'on a mis ces cellules en fait en présence de cette chimiothérapie et en présence également d'agents antioxydants. Et on a constaté qu'on empêche la mort, donc le paclitaxel, les taxanes ont une vraie... l'augmentation des oxydants dans ces cellules a une importance réelle pour favoriser la mort des cellules par le paclitaxel. Et on constate que lorsque on ajoute un agent antioxydant, on bloque tous les effets en fait, qu'on observait. Donc les effets qu'on voit sont bien dépendants de la production des oxydants. Et du coup, on a testé ça aussi chez la souris. On a regardé chez la souris. Et donc, ce qu'on constate, donc ici vous avez les souris contrôle, et ici vous avez les souris avec ces petits éléments régulateurs du stress oxydant. Vous en avez un ici, vous avez le deuxième ici, donc vous constatez bien que sans traitement, ces tumeurs se développent beaucoup plus rapidement. Ici c'est avec le temps, et ici c'est le volume tumoral, donc vous constatez bien que ces tumeurs-là se développent beaucoup plus fortement et rapidement que dans les souris contrôle. Et lorsque l'on traite avec le paclitaxel, vous voyez que vous avez qu'une petite diminution en fait, dans les souris contrôle, et vous avez une forte diminution en fait, dans celles qui présentent la surexpression de ce petit élément. Donc malgré le fait qu'elle pousse beaucoup plus vite, en fait, la baisse, en fait, l'inhibition de la croissance tumorale est beaucoup plus efficace en présence de paclitaxel. Et donc, on est revenu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est revenu sur les cohortes des patientes et on a essayé de voir si elles répondaient mieux au traitement avec les critères biologiques et cliniques que nous ont donnés les médecins. Et la réponse est oui, effectivement, la réponse biologique et la réponse clinique d'évolution tumorale est effectivement statistiquement différente entre nos patients qui présentaient une signature de stress oxydant et les patients qui présentaient une signature de fibrose. Donc, dans le cadre des cancers de l'ovaire, je ne suis pas certaine que ce soit vrai dans le cadre de tous les cancers, mais en tout cas dans le cadre du cancer de l'ovaire, le stress oxydant stimule de façon très claire la croissance tumorale, mais il peut également améliorer la réponse au traitement, en particulier dans le cadre des agents de type taxane, qui sont couramment utilisés et qui sont des agents qui notamment induisent un stress oxydant additif. Donc voilà, je suis désolée, j'étais un peu long. Mais juste en conclusion, donc un stress oxydant résulte d'un déséquilibre qui peut s'opérer dans certaines situations entre les défenses antioxydantes qui peuvent se diminuer et l'augmentation de la production des oxydants.
Un stress oxydant accroît le développement tumoral, notamment en modifiant de façon profonde le micro-environnement tumoral, les vaisseaux sanguins, le système immunitaire et les fibroblastes, en particulier en stimulant l'apparition de myofibroblastes. Et le stress oxydant peut améliorer la réponse à certains agents thérapeutiques, notamment les taxanes dans les cancers de l'eau. Voilà, donc j'espère que je vous ai intéressé, que ça vous a intéressé. Donc je voulais vous présenter en fait certains membres de mon laboratoire qui ont participé en fait aux études, notamment en fait Luciana Battista, Bogdan Matescu, Yvan de Ferrodi, Mélissa Cardon et Tina Driosso qui ont participé à la dernière étude sur le rôle du stress oxydant dans la réponse au traitement. Aurore Toulec, Sylvain Lefort, Tina et Mélissa qui ont également participé à l'étude sur le micro-environnement tumoral, et maintenant d'autres collaborateurs qui nous ont rejoints, enfin qui Brigitte travaille avec moi depuis de nombreuses années, Brigitte Bourachot qui a participé également à l'étude sur le micro-environnement tumoral, et d'autres collaborateurs qui m'ont rejoint comme Virginie. Et donc je voulais juste vous présenter également certains de nos collaborateurs, et je voulais vous reciter notamment Anne-Vincent Salomon, Xavier Sastre-Garot et Paul Cotu pour les médecins. Et j'aime bien remercier l'ensemble des membres de l'animalerie, et on peut discuter en fait de l'utilisation éthique des souris, on peut discuter de ça si ça vous intéresse. Et évidemment l'ensemble de nos partenaires qui sont extrêmement précieux et sans qui on ne pourrait pas faire l'ensemble de ce travail. Merci beaucoup.